Nous allons passer du côté du Niger avec notamment le docteur Sidi Kaba. Docteur, rebonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les participants. Quelle évaluation faites-vous de la situation sécuritaire et humanitaire actuellement du côté du Niger? Mais je vous remercie de cette question et je voudrais apporter un petit complément à ce que vient de dire mon ami le docteur Ali Tunkara, qui a fui la chaleur de Madrid pour m'y laisser. Je voudrais d'abord dire qu'en ce qui concerne le Niger, et puisque le Niger a cet avantage d'être à la fois un pays du Sahel central et un pays du bassin du lac Tchad, il y a une spécificité de la menace terroriste au Niger parce que dans le bassin du lac Tchad, il y a ce qu'on appelle Boko Haram, qui est né en 2002 sur la frontière commune entre le Niger et le Nigeria et qui a évolué jusqu'en 2009 pour, à partir de 2009, basculer dans la violence et devenir un mouvement international, puisque, comme on sait, à sa naissance, Boko Haram était purement un mouvement national nigérien, mais à partir de 2015, il s'est internationalisé, il est devenu un mouvement qui a des activités au Cameroun, qui a des activités au Tchad et qui a des activités au Niger. Et puis, il y a aussi une date importante dans l'évolution de Boko Haram, c'est qu'à partir de 2015, Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique au Levant, en Irak et en Syrie, pour devenir la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle ISAWAP de son sigle anglais. Et puis, dans l'évolution de Boko Haram, en 2016, il y a eu une scission à l'intérieur de Boko Haram, et ISWAP est resté, et puis une autre aile s'est créée, qu'on appelle le JAS ou Boko Haram originel, autour de Aboubakar Shekau. Donc, il y a ce phénomène de Boko Haram qui est un peu spécifique au Niger, tout en étant un pays de l'Afrique centrale et confronté à cette menace dans le bassin du lac Tchad. Il y a aujourd'hui un autre mouvement, puisqu'on parle de cartographie, qui est apparu autour de la fin de l'année 2022-2023, qu'on appelle le Lakurawa, qui est un nouveau mouvement djihadiste qui opère au niveau de la zone des trois frontières entre le Bénin, le Niger et le Nigeria. Ce mouvement, au début, était une milice d'autodéfense qui avait vocation à protéger les éleveurs et leurs animaux. Et puis, à partir de 2022-2023, le mouvement a été infiltré par d'anciens entrepreneurs de la violence, qu'on dit Ali Tunkara, en tout cas des extrémistes venus du Nord Mali qui ont infiltré le mouvement et qui en ont fait un mouvement djihadiste, un mouvement extrémiste. Et ce Lakurawa-là est un mouvement que l'on observe aujourd'hui sur la zone des trois frontières entre le Niger, le Nigeria et le Bénin, et ce mouvement commet quand même une certaine commet des exactions de grande ampleur, pratique même ce qu'on peut appeler aujourd'hui la politique de la terre brûlée, puisqu'ils incendient ils incendient les productions agricoles, ils incendient et puis ils chassent les populations, avec pour espoir de créer une sorte de no man's land qui partirait de Birnin-Kébi sur la frontière entre le Niger, le Nigeria et le Bénin jusqu'à Sokoto. Et ça, je pense qu'il faut qu'on regarde ce phénomène-là parce que l'intention, l'agenda, à mon avis, c'est de faire une jonction depuis le Nord Mali en passant par la zone des trois frontières que je viens d'indiquer, en passant par le nord du Bénin où il y a déjà la menace terroriste, et puis le bassin du lac Tchad descendre jusqu'au bassin du lac Tchad, faire une sorte de arc terroriste qui partirait depuis le Mali jusqu'au bassin du lac Tchad. Il y a cette situation, et à côté de cette situation, il y a la situation qui a été si bien évoquée par Ali, puisque comme vous savez, le Niger appartient à ce qu'on appelle communément la zone des trois frontières, le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, où il y a cette présence de groupes djihadistes, que ce soit AQMI, que ce soit plutôt le JNIM, que ce soit l'État islamique au Grand Sahara. Et il y a aussi une partie du Niger qui est frontalière du Mali, qui est la région de Tawa dans le nord-ouest, où là aussi il y a une grande activité de l'État islamique au Grand Sahara avec des attaques d'ampleur, comme on a pu le voir en 2024-2023, dans la zone de Tilia, dans le département de Tilia, où il y a eu quand même un nombre important de civils qui ont été massacrés. Et tout ça, toute cette situation, aujourd'hui, avec ce qu'on sait, et je dois souligner que
l'agenda de groupes djihadistes de porter la menace du Sahel vers le pays du Golfe de Guinée, cet agenda se poursuit. Si vous regardez, il y a eu des attaques régulières contre le Togo, qui est voisin du Burkina, et il y a eu des attaques régulières contre le Bénin, qui est voisin du Niger, et il y a même pour moi aujourd'hui un risque que 2 nouvelles zones de 3 frontières se créent. La première zone nouvelle de 3 frontières, c'est la zone entre le Bénin, le Togo et le Burkina Faso, puisque au niveau de la région de Savane au Togo, il y a eu des attaques régulières et à mon avis, il y a des craintes qu'une zone de 3 frontières s'y installe. Il y a une deuxième zone de 3 frontières, c'est la zone de 3 frontières entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Dans le parc du W, la région de la Pendjari, la zone du parc de la Pendjari, là aussi, il y a déjà des groupes qui se sont installés. Voilà, si vous regardez un peu comment se présente la menace. Malheureusement, lorsqu'il y a une menace sécuritaire d'une telle ampleur, on assiste malheureusement à un nombre important de déplacés internes et de réfugiés. Et le Niger n'est pas épargné par cette situation. Et il y a aujourd'hui, sur le plan humanitaire, un nombre important de déplacés internes et des gens qui ont fui la guerre. Et à partir du moment où les groupes djihadistes maintenant ont changé de paradigme et n'épargnent plus les populations civiles comme ils avaient pu le faire par le passé. Vous savez, pour moi, à partir de juin 2021, à partir de ce qui s'est passé à Solan au Burkina Faso, il y a une sorte de changement de paradigme. Les groupes djihadistes qui épargnaient jusqu'ici les populations se sont mis à systématiser l'attaque de Borsalago au Burkina Faso montre qu'il y a un changement de paradigme. Les groupes djihadistes n'épargnent plus les populations. Et malheureusement, cette menace, l'existence de cette menace très pressante a amené des populations à se déplacer. Il y a de nombres importants de déplacés internes. Et comme vous savez, chez nous en Afrique, souvent, on n'attend pas que le CICR ou l'OIM interviennent. Ce sont les populations hôtes qui reçoivent. Il y a souvent moins de camps de réfugiés au Sahel qu'il aurait pu en avoir parce que souvent c'est les populations qui, sur le peu de choses qu'elles ont, partagent avec les réfugiés, partagent avec les déplacés. Et ça crée une situation particulière, surtout dans le contexte actuel où les ONG, certains ONG et certains partenaires ont décidé de ne pas aider les pays au prétexte qu'il y a eu des changements de régime anticonstitutionnel, alors que, naturellement, au-delà de considérations politiques, il faut voir quel est le sort de ces populations. Donc, ça crée, si vous regardez aujourd'hui, une situation humanitaire préoccupante avec la bosse drastique du concours extérieur et avec le peu de résilience dont font preuve les populations pour essayer de supporter celles qu'elles accueillent, que ce soit les réfugiés ou les déplacés internes. Merci, docteur, pour cet état de lieux qui nous permet d'aller depuis le bassin du lac Tchad jusqu'aux régions du Sahel central. Mais dites-nous justement, jusqu'où peut-on remonter les origines et quelles sont les causes profondes de ces violences et l'instabilité qui secoue cette partie de l'Afrique que vous venez de décrire tout à l'heure? Alors, il faut être honnête pour dire qu'il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Il faut, je pense, éviter le manichéisme qui consisterait à dire que non, c'est une menace qui nous est venue de l'extérieur et que l'extérieur est uniquement responsable. Et puis, il faut éviter l'autre piège qui nous amènerait à dire que nous sommes seuls responsables. Vous savez, pour situer un peu, d'un point de vue historique, ce qui s'est passé en Algérie en 1991 n'est pas étranger à ce qui nous est arrivé. Puisque, comme vous savez, en Algérie, en 1991, au moment où le Front islamique du Salut, le FIS, le parti islamiste, était sur le point de remporter les élections législatives, il a remporté le premier tour et était sur le point de l'emporter le second tour. L'armée algérienne a estimé qu'il n'était pas possible de laisser un parti islamiste prendre le pouvoir. Et le processus a été interrompu et le Front islamique, qui considère que la victoire lui a été confisquée, a créé d'abord le groupe islamique armé. Et le groupe islamique armé est devenu le mouvement islamique armé et par la suite, ce groupe est devenu le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC. Et c'est ce GSPC qui s'est installé dans les années 2005-2007 sur la frontière entre l'Algérie et le Mali et a pu développer son activité. Et c'est ce GSPC, historiquement, qui a fait allégeance à Al-Qaïda pour devenir Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI.
Et à partir du moment où AQMI est né dans le Nord Mali, AQMI a pu prospérer puisque, comme on sait, on peut critiquer ou ne pas critiquer, la posture du pouvoir malien de l'époque, celui du président ATT, était de dire que ces gens sont des étrangers et tant qu'ils restent là-bas dans le no man's land sur la frontière avec l'Algérie, nous, ça ne nous dérange pas. À l'époque, le pouvoir s'est accommodé de ça, n'a pas pris des dispositions sans doute pour des raisons qui lui sont propres pour combattre effectivement AQMI. Et AQMI en a profité pour faire le trafic de Marlboro, d'abord des cigarettes, pour avoir l'argent qu'il faut pour pouvoir recruter des gens. Ensuite, AQMI a pu, je pense, et c'est ça, en cela que la responsabilité de l'Occident est très grande dans ce qui nous est arrivé. AQMI a pu faire un business des otages. AQMI a pris en place un business des otages. Et les pays occidentaux ont payé parfois des sommes importantes pour faire libérer leurs otages. Et cet argent a été utilisé par le groupe djihadiste. Je donne deux petits exemples. Lorsque, au Niger, en 2010, septembre 2010 précisément, on a enlevé 7 personnes de Areva et de son sous-traitant Vinci. Par la suite, il y a eu des négociations. Ces personnes ont été libérées en 2013. On parle de sommes de 15 à 18 millions d'euros qui ont été payés pour libérer ces portages. Vous savez, il n'y a jamais de somme exacte et les pouvoirs n'assument jamais. Deuxième exemple, lorsqu'il a été libéré Soumaïla Cissé, paix à son âme, et Sophie Petronin en octobre 2020, là aussi, c'est une somme importante qui aurait été payée de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros, ça veut dire 10 milliards de francs CFA. Donc tout ça a été utilisé par les groupes djihadistes pour se développer. Voilà un peu pour les facteurs exogènes. Maintenant, il y a dans ce qui nous est arrivé des facteurs exogènes. Le docteur Ali Tunkara a évoqué. Si les groupes djihadistes ont pu prospérer, c'est parce que aussi ils ont trouvé un terreau qui est relativement favorable. La question du chômage de jeunes, qui est une des préoccupations la plus importante pour moi, qui est travailler sur Boko Haram, les groupes djihadistes ont pu prospérer parce qu'ils ont été en capacité de recruter des jeunes qui n'ont aucune perspective. Des jeunes dans les milieux ruraux qui n'ont pas, on ne peut plus faire aujourd'hui avec le changement climatique, l'agriculture comme on a pu le faire, ni même faire l'élevage. Si aujourd'hui beaucoup de jeunes peuvent s'engager dans les groupes djihadistes aussi, il y a un facteur économique, il y a un facteur socio-économique plutôt qui l'explique. Donc, le terreau favorable que la menace terroriste a pu trouver avec l'insécurité, avec plutôt le chômage de jeunes, l'absence de développement, l'absence de l'État aussi. J'ai pu entendre une fois en Djamena un vieux monsieur dire que depuis 40 ans, ils n'ont pas vu l'État dans une partie du bassin du lac Tchad. L'État n'est pas venu construire une école, l'État n'est pas... Donc, cette absence de l'État aussi a pu permettre aux groupes djihadistes de prospérer. Il y a aussi les injustices. Parmi les facteurs de recrutement que nous avons pu documenter des groupes djihadistes, il y a aussi les injustices. Le fait que des gens aient été victimes d'injustice, il y a aussi le fait que certains groupes n'aient pas été suffisamment intégrés dans la gestion de l'appareil politique et les groupes djihadistes leur ont vendu l'illusion de les rejoindre pour qu'on puisse équilibrer. Donc, si vous prenez les facteurs exogènes, vous les associez aux facteurs endogènes, c'est ce qui explique la situation qui nous est arrivée. Je crois qu'il y a un troisième élément important qui explique pourquoi la menace a pu prospérer et pourquoi elle persiste aujourd'hui, c'est la nature de la réponse que nous avons apportée. Nous nous sommes trompés et je crois que peut-être qu'un jour nous arrêterons de nous tromper en pensant qu'on peut régler la question terroriste au Sahel uniquement par les moyens militaires et sécuritaires. On achète aujourd'hui des drones, on achète des chars de combat, on achète, etc., en pensant que la réponse uniquement sécuritaire et militaire suffirait. Or, il faut absolument, de toute évidence, vous savez, pour donner les limites de la réponse sécuritaire et militaire, il faut prendre l'exemple de l'Afghanistan. Il y avait 140 000 soldats internationaux, parmi lesquels principalement des Américains, et on n'a pas pu venir à bout des talibans en Afghanistan parce que la réponse sécuritaire et militaire face à une menace djihadiste comme celle qui existe au Sahel ne suffit pas. Donc, il faut articuler à la réponse militaire et sécuritaire tout ce qui est développement. Il faut construire une réponse holistique qui prend en compte tous les éléments que je viens d'évoquer. Voilà un peu comment la menace est née, comment elle s'est développée, comment elle a prospéré. Et si on devait parler de perspectives, sans doute qu'on va y venir, c'est qu'aujourd'hui, les groupes djihadistes ont cet agenda d'exporter la menace du Sahel central, du bassin du lac Tchad, vers les pays du Golfe de Guinée. Le Togo a déjà été attaqué, le Bénin, la Côte d'Ivoire aussi a déjà attaqué. On ne sait pas à qui va être le tour, d'autant qu'on voit aujourd'hui, avec les travaux qui ont été faits, et le fait que la menace se rapproche de Caille, il y a aussi
la possibilité que cette menace concerne aujourd'hui d'autres pays qui n'ont pas été attaqués, comme le Sénégal, dont la frontière n'est pas trop loin de Caille. Le débat est très intéressant et très passionnant. On apprend beaucoup de choses. J'aurais aimé évoquer avec vous les liens entre ces groupes terroristes justement qui endeuillent le bassin du lac Tchad et le Sahel central. J'aurais aimé évoquer... Je peux répondre en 1 minute. Je sais que le temps nous est pressé. Allons-y très vite en 1 minute. C'est que nous avons documenté de façon absolue qu'il y a des passerelles entre les groupes djihadistes du bassin du lac Tchad et le groupe djihadiste du Sahel central. Par exemple, c'est le groupe djihadiste du bassin du Sahel central qui ont appris à Boko Haram à utiliser les engins improvisés. Boko Haram ne savait pas, mais dans le cadre de la coopération entre les deux, cela appuie. Je donne cet exemple pour simplement dire qu'il y a effectivement des passerelles entre eux, il y a une coopération entre ces groupes-là, et qu'ils soient du bassin du lac Tchad ou du Sahel central. Merci. Merci bien, docteur Sidi Kaba. Je rappelle aussi aux participants que dans la deuxième phase, ils pourraient poser leurs questions, apporter leurs contributions. Je voudrais terminer avec vous sur cette question, mais très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le retrait du Mali, du Niger et du Burkina de la CEDEAO et la création de l'AES a influencé la dynamique sécuritaire dans la sous-région et dans le bassin du lac Tchad? Mais vraiment en 1 minute, docteur. Non, je crois que le retrait part lui-même d'un constat, c'est que la CEDEAO n'a pas assumé le leadership de la lutte contre le terrorisme au Sahel, pendant que les pays du Sahel étaient attaqués régulièrement. Et la CEDEAO n'est pas intervenue. Et c'est ce procès qui a été fait à la CEDEAO après le coup d'État au Niger. Quand la CEDEAO a dit qu'elle voulait intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, il lui a été reproché de n'avoir pas été là quand il y a eu les attaques à Chinagoder à la fin de l'année 2019, à Chinagoder et à Inates. Donc le fait que je pense que les pays de l'AES aient senti le besoin de bâtir une architecture commune de défense et de sécurité procède de la défaillance de la CEDEAO à construire. Mais maintenant, comme on peut le voir aujourd'hui actuellement, il n'est pas possible de faire la sécurité de l'AES seulement sans la CEDEAO, ni faire celle de la CEDEAO sans l'AES, puisque l'AES est l'épicentre aujourd'hui de la menace sécuritaire en Afrique de l'Ouest. À mon avis, c'est que les derniers développements montrent qu'il y a un besoin impératif d'une coopération sécuritaire entre la CEDEAO et l'AES, parce que on ne peut pas faire la sécurité d'un groupe de pays sans l'autre groupe de pays. Donc, je pense que si les pays de l'AES et la CEDEAO ont l'intelligence de comprendre cela, ils vont travailler ensemble pour relever le défi de la sécurité dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. La question de l'ethnie, qui semble être une question que les uns et les autres éludent, et puis également la question des résultats des recherches, de vos recherches. Ces recherches-là sont là. Est-ce que les autorités s'intéressent à vos recherches? Qu'est-ce qu'ils font des fruits de ces recherches-là, justement? Non, je crois que je veux commencer par cette question. Nous sommes des citoyens du Sahel. Même si nous vivons ailleurs que dans le Sahel, ce qui se passe au Sahel nous concerne. Nous ne pouvons que contribuer à la réflexion sur le défi sécuritaire. Et plus le diagnostic est bien posé, mieux on peut trouver la solution. Mais je crois parfois il y a des situations d'incompréhension. Mon ami Crépin a expliqué que souvent on dit des choses et on n'est pas écouté. Et nous pensons, je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises. D'abord, moi j'ai même écrit un livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, dans lequel je fais le procès de tout militaire et sécuritaire. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on est assez écouté. Vous savez, le budget des dépenses militaires et sécuritaires ont explosé au Sahel. Le niveau d'augmentation que nous avons documenté entre 2010 et 2020, c'est quelque chose comme 122% d'augmentation des budgets de défense et de sécurité, alors qu'on n'a pas obtenu de résultats équivalents. Nos mises en garde par rapport aux tout sécuritaires et militaires ne sont pas écoutées. Bien que nous n'ayons pas été souvent écoutés, nous restons à la disposition des pays pour pouvoir apporter notre compréhension, parce que
à la fois en tant que chercheur, mais en tant que citoyen du Sahel aussi, cela nous concerne. Je pense que souvent, on n'est pas écouté, malheureusement, et souvent, peut-être qu'on n'a pas créé l'espace où on peut être écouté, mais il est important qu'on puisse apporter notre contribution par la réflexion, par le diagnostic à la situation au Sahel. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question d'écoute et de rapport avec les autorités. Souvent, il y a des incompréhensions, souvent la qualité d'écoute n'est pas bonne, mais il faut continuer à en parler et il faut continuer à dire les vérités pour que ça puisse aider à rectifier le type de réponse qu'on a jusqu'ici apporté. Maintenant, la question ethnique est une question importante. Je crois qu'on a tous vu et observé que les groupes extrémistes essaient d'instrumentaliser la question de la cohésion sociale. Et pour eux, c'est toujours intéressant pour eux de pouvoir opposer telle ethnie à telle autre, etc. Et je pense que ça, il faut en avoir conscience. La deuxième chose, serait la politique de l'Autriche, c'est-à-dire le fait de ne pas voir le danger en pensant que le fait de ne pas le voir peut que le danger disparaisse. Il y a aujourd'hui, comme a rappelé quelqu'un, une question de la présence massive de jeunes Peuls dans les groupes djihadistes, particulièrement dans le JNIM ou dans le IGS. Il faut avoir le courage d'essayer de comprendre et d'éviter la stigmatisation. S'il y a beaucoup de jeunes Peuls qui sont dans les groupes djihadistes, tous les jeunes Peuls ne sont pas dans les groupes djihadistes. Donc, il y a déjà là quelque chose qui aurait pu nous amener à ne pas faire la stigmatisation envers les Peuls. Il faut que les États aient ce discours d'empêcher la stigmatisation. Et à cet égard, je voudrais donner l'exemple du collège de Gao, ce qu'on appelle le collège de Gao, qui a été une initiative des communautés qui vivent à Gao pour qu'elles se retrouvent chaque semaine chez le leader Songoï pour faire le point des tensions qu'il y a entre les communautés et d'anticiper s'il y a des problèmes, les prendre en charge. Il y a aussi l'accord de Bani-Bangou, Bani-Bangou étant un chef-lieu de département du Niger, où les communautés se sont mises ensemble justement pour dire que toutes les communautés sont concernées par le phénomène djihadiste. Il n'y a pas une seule communauté à incriminer. Mais lorsqu'on a dit cela, il faut aussi avoir le courage de comprendre pourquoi ces jeunes Peuls. C'est vrai que lorsqu'on voit certaines revendications des attaques, elles sont dites aujourd'hui en langue nationale, elles sont dites en Peul, elles sont dites. Il faut donc que nous ayons le courage de comprendre, d'essayer de comprendre. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de réponses. Quelqu'un a soulevé la question du pastoralisme. Et en faisant un travail pour l'Union européenne, je me suis aperçu que la plupart des lois qui ont été faites sur le pastoralisme sont des lois anciennes, qui sont très vieilles, qui n'ont pas été adaptées. Aujourd'hui, les couloirs de passage ne correspondent plus aux réalités. Le changement climatique est venu. Le deal qu'il y avait entre, quand nous-mêmes on était jeunes au Sahel, entre les éleveurs et les agriculteurs pour que, à une période de l'année, on a fait toutes les récoltes et qu'on laisse les animaux venir dans les champs. Et en échange de l'herbe, les animaux laissent les bouses qui aident à fertiliser les sols. Donc tout ça a disparu du fait du changement climatique. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à cette évolution? Pourquoi aujourd'hui, ces jeunes qui ne peuvent plus faire l'élevage comme leur grand-père, qu'est-ce qu'on leur offre? Donc il faut que nous ayons le courage, avec nos États, de réfléchir à cette question et de lui trouver une question. Je vais essayer de terminer ma prise de parole avec la joint venture. Quelqu'un a parlé de joint venture sécuritaire. L'expression est très heureuse. Mais il n'y a pas de choix. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Aucun pays aujourd'hui, pris isolement, ne peut résoudre la question sécuritaire. Et je crois que ce qui a permis au groupe djihadiste de prospérer, c'est aussi le fait que nos pays ne se parlent pas. Si aujourd'hui, il y a un problème politique entre le Bénin et le Niger, et que les deux pays ne font pas de coopération sécuritaire, ça va profiter au groupe djihadiste. S'il y a un problème politique entre le Niger et le Nigeria et que les deux pays ne coordonnent pas leur réponse, ça va profiter. Donc, il y a une obligation de se mettre d'accord, même si on n'est pas d'accord sur d'autres aspects, au moins sur des questions sécuritaires, il y a une obligation de joint venture, il y a une obligation de travailler ensemble. La réponse aux défis sécuritaires, elle ne peut être que transfrontalière, elle ne peut être que holistique. Et si on n'avance pas sur cet agenda, malheureusement, je crois que nous allons encore devoir nous retrouver dans des années pour essayer encore de réfléchir aux solutions parce qu'on n'a pas pris en compte cette dimension transnationale et cette dimension holistique.
Avant de laisser partir le docteur Sidi Kaba, on va lui demander un dernier mot sur les perspectives. Est-ce que l'espoir est permis au regard de la tendance actuelle ou faut-il désespérer de la situation dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad? Je crois que ce qui m'a émerveillé et qui continue de m'émerveiller le plus, c'est la résilience des populations sahéliennes. Lorsque vous allez au Sahel, malgré les difficultés que les gens ont, vous verrez les gens sourire, vous verrez les gens faire preuve de solidarité les uns envers les autres. Il y a beaucoup de leviers de solidarité et de résilience qui sont activés par les populations sahéliennes. Et ça donne espoir. À mon avis, si on veut que les choses changent et que nous ayons des résultats, il faut que nous changions de paradigme. Il faut que nous sortions de l'illusion que le tout sécuritaire et militaire va être la solution à la crise sahélienne et qu'on pourrait écraser les groupes terroristes en achetant uniquement du matériel militaire ou en augmentant les effectifs de forces de défense et de sécurité. C'est un enjeu important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut aussi prendre en compte toute la dimension non militaire, tout ce qui concerne le chômage de jeunes, par exemple, parce que si on ne résout pas la question du chômage de jeunes, c'est quoi? On va tuer 3000 djihadistes, mais ils seront en capacité de recruter 10 000 autres. Donc, il faut qu'on résolve la question du chômage de jeunes, par exemple, dans le cadre du complément qu'on doit apporter au volet sécuritaire et militaire, intégrer la question du développement, la question du chômage de jeunes, la question de la fin de l'impunité, la question de la fin de la violation des droits de l'homme, pour construire une solution holistique. Ensuite, il faut que nous travaillions à apporter une réponse transfrontalière. Vous savez, aujourd'hui, si le terrorisme prospère à la frontière entre le Bénin et le Niger, ou entre le Niger et le Nigeria, c'est parce que la coopération sécuritaire transfrontalière est insuffisante. Donc, il faudra que nous ayons une coopération transfrontalière plus fluide, plus régulière, et au-delà de ça, il faut avoir une réponse sous-régionale. Il faut qu'aujourd'hui, on voit que le terrorisme progresse des pays du Sahel vers le pays du Golfe de Guinée. Donc, il y a un besoin de construire une réponse transfrontalière, une réponse régionale qui va inclure la CEDEAO et l'AES, à mon avis. Si on fait ce changement de paradigme et si on travaille un peu dans cette orientation, il y a de chances que nous soyons encore dans la bonne voie pour venir à bout du terrorisme et pouvoir passer de la situation actuelle, parce que les défis du développement sont immenses au Sahel, prendre les crédits qui sont affectés aujourd'hui à la lutte contre le terrorisme pour investir dans le développement, surtout dans le contexte actuel où certains de nos partenaires hésitent encore à nous venir en aide. Voilà mon mot de conclusion en vous remerciant d'avoir eu cette initiative. Vous avez vu par la qualité des questions qui sont posées et par le nombre de personnes, on dirait que ce webinaire était très attendu et je voudrais vous féliciter pour la qualité du webinaire et pour le succès qu'il a pu rencontrer, en espérant que nous aurons encore une autre occasion de nous retrouver pour débattre de la situation au Sahel, sans doute sur d'autres aspects. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Sidi Kaba. Merci pour vos différentes contributions. Je rappelle que vous êtes journaliste écrivain. Vous avez publié notamment Pour comprendre Boko Haram et Voyage au cœur de Boko Haram. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir et nous espérons vous retrouver sur d'autres chantiers de développement aussi bien du Sahel que de notre continent africain. Bonne suite à vous et excellente soirée. Merci beaucoup.